Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Il est l'un des hommes les plus influents du Burundi. Willy Nyamitwe, un proche du président, a échappé de justesse à une tentative d'assassinat, la première du genre depuis des mois, un signe de l'extrême instabilité du pays. Bujumbura accuse Kigali. C'est un procès très attendu. Au Mali, le procès du général Sanogo doit s'ouvrir ce mercredi. Les avocats de l'ex-chef de la junte, l'auteur du putsch de 2012, dénoncent des irrégularités. Ils ont répondu présents à Tunis pour soutenir la Tunisie. Le Qatar ou encore la France ont fait d'importantes promesses de dons lors de la conférence internationale qui s'est ouverte ce mardi en Tunisie. Reste à convaincre les investisseurs privés. Mais on commence avec cette information. Le Rwanda a ouvert une enquête sur le rôle de 20 responsables français dans le génocide de 1994. On l'a appris aujourd'hui d'un communiqué du procureur. Kigali a également saisi la justice française d'une demande d'entraide judiciaire. Le mois dernier, une commission d'enquête avait divulgué une liste de noms de militaires et d'officiels français qui seraient impliqués dans les massacres. Une réponse à la réouverture en France d'une autre enquête visant des proches du président rwandais Paul Kagame. Au Burundi, il est l'un des principaux conseillers du président, l'un de ceux qui défendent avec le plus de fermeté le régime de Bujumbura, de plus en plus isolé sur la scène internationale. Willy Nyamitwe a donc échappé lundi soir à une tentative d'assassinat. 2 militaires ont été arrêtés. Nicolas Germain. La tentative d'assassinat contre Willy Nyamitwe a eu lieu dans son quartier de Kajaga, dans l'ouest de Bujumbura. Il est l'un des principaux conseillers du président Pierre Nkurunziza. Très vite, il s'exprime sur Twitter, il affirme aller bien, mais se dit attristé par la mort du policier qui l'accompagnait. Ce mardi, le porte-parole de la police a pointé du doigt des opposants réfugiés au Rwanda voisin. L'ennemi, c'est eux-mêmes, donc ce sont des criminels qui sont basés à Kigali, qui attaquent et qui commettent des assassinats ciblés, sélectifs. Donc, avec le même modus operandi, depuis qu'on avait assassiné les hauts gradés de l'armée, de la police. Par le passé, le Burundi a accusé le Rwanda de soutenir des rebelles burundais, ce que Kigali a toujours démenti. Cette tentative d'assassinat est la première depuis plusieurs mois contre un proche du président. Il y a eu une série d'attaques ciblées contre des dirigeants ou des opposants depuis l'annonce en avril 2015 de la candidature de Pierre Nkurunziza à un 3e mandat controversé. En août 2015, c'est le général Adolphe, le bras droit du président, qui est assassiné. Depuis avril 2015, plus de 300 000 personnes ont fui le pays. Le régime est très critiqué par la communauté internationale. Samedi, il a organisé une manifestation pour dénoncer une commission d'enquête de l'ONU qui a évoqué un grand danger de génocide au Burundi. À Kinshasa, la jeunesse du parti au pouvoir appelle au calme dans l'attente des élections reportées à 2018. Elle lance une campagne « Tous pour des élections apaisées ». Une réponse à la campagne « Bye Bye Kabila » lancée la semaine dernière par des jeunes issus de l'opposition et de la société civile qui appellent, eux, au départ du chef de l'État d'ici la fin décembre. En Ouganda, 25 nouveaux corps ont été retrouvés, ce qui porte le bilan à 87 morts après les violences du week-end entre policiers et militants séparatistes dans l'ouest du pays, où un monarque local, vous le voyez sur ces images, a été arrêté. Amnesty International accuse Kampala d'avoir procédé à des exécutions extrajudiciaires dans cette région réputée frondeuse et proche de l'opposition. Ça a été très chaud pour le président sud-africain, mais il a finalement survécu à la fronde au sein même de son parti. La direction de l'ANC a rejeté l'appel d'une partie de ses membres à la démission du chef de l'État embourbé dans plusieurs scandales de corruption. Mais il s'en est sorti une fois de plus. Caroline Dumais. Business as usual, le président Jacob Zuma s'est envolé ce matin pour Cuba pour assister à l'enterrement de Fidel Castro comme si de rien n'était. Ses proches assurent qu'il est pourtant secoué par ce qui s'est passé ce week-end. Près de la moitié des membres du Conseil national exécutif ont demandé sa démission. 3 ministres ont assuré qu'ils ne lui font plus confiance. Cela n'a pourtant pas suffi pour que la plus haute instance du parti le rappelle. L'ANC a préféré jouer la carte de l'unité et le laisser finir son mandat. Mais Jacob Zuma sait qu'il est sur la voie de sortie. Gwede Mantashe, son secrétaire général, a confirmé cet après-midi que l'ANC choisirait un nouveau chef à la conférence élective de 2017 et que Jacob Zuma ne se présenterait pas aux élections de 2019. Lentement mais sûrement, les camarades préparent la succession.
Fin de campagne en Gambie ce mardi soir. Après 22 ans au pouvoir, le chef de l'État, Yahya Jammeh, brigue un 5e mandat et se montre toujours aussi confiant. Écoutez. Je ne dis pas que je suis le meilleur, mais je suis mieux que n'importe qui d'autre que vous trouverez dans ce pays. Et je le dis. Mais le président gambien fera face ce jeudi pour la première fois à une opposition qui fait bloc autour de son candidat, Adama Barrow. Écoutez son porte-parole. C'est un vote pour Adama Barrow, mais surtout contre Yahya Jammeh. C'est un vote pour Adama Barrow comme candidat d'une transition visant à ramener une gouvernance saine. Il s'est aussi engagé à mettre un terme au régime sans fin et à ne gouverner que pour 3 ans. Et puis, son gouvernement sera dissous et on refera des élections auxquelles tous les partis participeront. Et pour être tout à fait complet, ajoutons qu'il y a un 3e homme, Mama Kandé, ancien député du parti au pouvoir, qui est également candidat pour ce scrutin de jeudi. Au Mali, le procès du général Sanogo, l'auteur du putsch de 2012 et de 18 de ses co-accusés, doit s'ouvrir ce mercredi à Sikasso, c'est dans le sud du pays. Ses avocats dénoncent des irrégularités. Anthony Fouchard. Un procès organisé à la va-vite. Voilà ce qu'affirme la quinzaine d'avocats constitués pour la défense d'Amadou Aya Sanogo et de ses co-accusés. Les avocats qui avancent une explication. Le général putschiste est détenu de manière préventive depuis 3 ans, le délai maximum légal ici au Mali. Il fallait donc à tout prix organiser un procès pour éviter une remise en liberté. Le parquet a donc annoncé une date en s'affranchissant d'une obligation, celle de prévenir au moins 1 mois à l'avance les accusés, un motif de renvoi pour la défense. Dans cette procédure, il y a de la précipitation et on veut couvrir une illégalité par une autre illégalité. Le respect de la loi voudrait que ce procès soit remis à une autre date à laquelle on pourra citer régulièrement les accusés et on pourra donner le temps aux accusés de faire comparaître les témoins qui sont nécessaires à leur défense. Lors de l'ouverture du procès, l'accusation pourra défendre ses motivations, mais c'est la Cour qui décidera au final d'accepter ou de refuser cette demande de renvoi. À noter que ce procès va se dérouler à Sikasso, à 400 km de la capitale, pour des raisons de sécurité. C'est du moins ce qu'a avancé le parquet. La Tunisie mise beaucoup sur la conférence internationale des investisseurs et des bailleurs qui s'est ouverte ce mardi. 6 ans après la révolution, la croissance stagne et le pays peine à décoller. Les autorités ont déjà engrangé de nombreux soutiens pour redynamiser son économie. Sandro Lutiens. Venez soutenir l'exception démocratique tunisienne, un soutien exceptionnel pour des circonstances exceptionnelles. Voilà, en gros, le message de la Tunisie lors de cette conférence économique, un discours donc très politique auquel ont déjà répondu plusieurs pays et bailleurs de fonds internationaux avec des dons, des prêts et des conversions de la dette. En première ligne, l'Union européenne, la France et le Qatar. Je suis heureux d'annoncer que l'État du Qatar va consacrer une somme d'1,25 milliard de dollars pour soutenir l'économie de la Tunisie et renforcer son processus de développement. L'autre enjeu majeur, c'est de séduire les investisseurs étrangers, ceux-là même qui boudent la destination depuis 2011. La Tunisie a mis sur la table 140 projets dans des domaines allant de l'agriculture au numérique, mais même avec plus de stabilité politique et sécuritaire, la Tunisie, pour séduire, va devoir se réformer. Les investisseurs nous disent qu'ils espèrent de meilleures infrastructures, une fiscalité plus attractive et une administration plus efficace. Alors la Tunisie mise sur un nouveau code de l'investissement taillé sur mesure et sur la promesse d'un état d'urgence économique pour accélérer les procédures. La conférence qui se poursuit donc ce mercredi à Tunis. Connaissez-vous le Kinkeliba? C'est sans doute le thé le plus populaire en Afrique de l'Ouest, mais malgré ses propriétés curatives et ses antioxydants, il reste méconnu hors du continent. Un entrepreneur togolais espère changer tout cela et parvenir à l'exporter à l'étranger. Laurent Berstecher. Très populaire en Afrique de l'Ouest, le Kinkeliba y est consommé depuis des siècles pour ses vertus nutritionnelles et médicinales. Mais cette plante aux propriétés curatives reste très peu connue en dehors de la région, un problème auquel Adama Skoudou compte bien remédier. Ce jeune entrepreneur togolais est parti d'une idée simple, broyer les feuilles de Kinkeliba pour en faire du thé et le commercialiser. Nous avons découvert un jour que nous avons des valeurs ici chez nous et que nous perdons et qu'il faut retourner à son identité. Et nous-mêmes, nous croyons qu'en mettant sous forme moderne les choses traditionnelles, les choses propres
des choses originelles, elles devront pouvoir marcher. Adamas supervise lui-même le processus de production, du séchage au broyage à l'emballage. Basée à Lomé, la capitale togolaise, son usine emploie 40 personnes et produit plus de 200 000 boîtes de thé par mois. Celles-ci sont ensuite vendues à travers le pays et rencontrent déjà un franc succès chez les consommateurs. On sent vraiment le quinquiliba pour celui qui connaît le quinquiliba. J'invite vraiment mes frères et sœurs à consommer ce produit. Il est très bien. Prochaine étape pour Adamas Koudou, exporter son thé vers d'autres marchés africains et pourquoi pas en Europe. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur France 24. L'info continue dans un instant. Le Paris des Arts, présenté par Valérie Fayolle. Cette semaine, dans le Paris des Arts, je reçois le comédien Pascal Elbé. Nous irons au théâtre de la Gaîté-Montparnasse découvrir le fabuleux destin d'Yves Montand dans le spectacle Yves Olivier. Et puis à la fin de l'émission, une rencontre avec Andrea qui nous donnera un avant-goût de sa danse de la colère dans Les Chatouilles. Le Paris des Arts, à voir sur France 24 et sur France24.com.